Le dernier paragraphe de ce chapitre 3 intitulé Pharmacologie va porter sur les récepteurs transmembranaires à activité enzymatique. Ces récepteurs à activité enzymatique appartiennent à la famille de protéines transmembranaires qui associent une fonction de liaison du médiateur et également une fonction enzymatique effectrice. Plusieurs activités enzymatiques ont été observées, mais comprenez que la même protéine va porter à la fois le site de liaison et le site catalytique. Voici 3 exemples de récepteurs à activité enzymatique. Des récepteurs à activité tyrosine kinase, comme par exemple les récepteurs à l'insuline, que nous allons décrire un peu plus en détail pour illustrer cette dernière classe de récepteurs. Nous trouvons également des récepteurs à activité guanylylcyclase, comme les récepteurs des facteurs natriurétiques. Nous parlons de ces facteurs dans le cours de physiologie cardiovasculaire. Nous trouvons enfin les récepteurs à activité sérine thréonine kinase, et vous avez ici quelques exemples pour ces récepteurs. Nous allons donc parler des récepteurs à activité tyrosine kinase. Les médiateurs de ces récepteurs à activité tyrosine kinase sont principalement des facteurs de croissance cellulaire, des cytokines ou encore des immunoglobulines. Les agonistes endogènes de ces récepteurs vont se lier à la partie extracellulaire, entraîner une élévation d'activité tyrosine kinase de la portion intracellulaire. L'activité enzymatique pourra être dirigée contre le récepteur lui-même, et nous parlerons de phénomènes d'autophosphorylation, mais l'activité enzymatique pourra également s'exercer vis-à-vis d'autres protéines intracytosoliques. Les voies de signalisation de ces récepteurs aboutissent pour la plupart d'entre eux à la régulation de la transcription génique. Ces récepteurs, encore une fois, vont être regroupés en familles. Le nom des médiateurs évoque les propriétés qui ont été décrites lors de leur découverte. Par exemple, tout à gauche de cette diapositive, vous trouverez un récepteur baptisé EGFR, qui a été baptisé ainsi tout simplement parce que son agoniste endogène est l'EGF, c'est-à-dire l'épidermal growth factor, c'est-à-dire un facteur de croissance de l'épiderme. On sait très bien aujourd'hui que les effets de stimulation de croissance cellulaire de ce facteur intéressent d'autres types de cellules que les seules cellules de l'épiderme. Nous allons parler du récepteur à l'insuline. Comme je vous l'ai dit, ce récepteur à l'insuline qui est représenté sur ce schéma est constitué de 2 chaînes alpha extracellulaires reliées entre elles par des ponts disulfure. Et elles sont reliées également à 2 chaînes bêta transmembranaires. Les chaînes alpha et bêta sont codées par le même gène. La protéine, en réalité, est un dimère constitutif. Il existe quelquefois des dimérisations de récepteurs, mais là, le dimère est constitutif dès le départ, avant même son activation. Et sur ce dimère constitutif, nous allons retrouver un site de liaison pour l'insuline sur chacune des 2 hélices alpha. Les parties intracellulaires des sous-unités bêta comportent quant à elles chacune 7 résidus tyrosyles qui sont des sites d'autophosphorylation. Ces résidus tyrosyles sont notés sur cette diapositive par un Y. L'activité catalytique sera aussi dirigée vers des protéines adaptatrices. La signalisation du récepteur à l'insuline sera assurée par de nombreuses protéines intracellulaires. Je ne détaillerai pas toutes ces protéines intracellulaires. Cette signalisation conduira à une augmentation de l'entrée de glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes par l'intermédiaire de la synthèse et de la translocation membranaire d'un transporteur du glucose noté ici GLUT4. Qui est en fait un des principaux transporteurs du glucose. Cette signalisation du récepteur à l'insuline va également conduire à l'augmentation du stockage de glucose sous forme de glycogène dans les muscles et le foie par l'inactivation d'une enzyme, la glycogène synthase kinase, qui est notée GSK3. Enfin, cette signalisation pourra conduire à l'activation de l'expression de certains gènes, conduisant à une augmentation globale de la synthèse des protéines et à une diminution de l'apoptose. Bien sûr, pour caractériser
comment on va pharmacologiquement exploiter la liaison avec le récepteur à l'insuline, il convient de parler tout simplement d'insuline. L'insuline, ou plutôt les insulines actuelles, occupent une place de choix dans la prise en charge des patients diabétiques. Ces insulines aujourd'hui sur le marché sont toutes des insulines humaines produites par génie génétique. Elles se distinguent les unes des autres par leur durée d'action. Et il faudra souvent des combinaisons de ces différentes insulines pour obtenir un contrôle glycémique correct sur 24 heures. Le mode d'administration de ces insulines est représenté ici dans la partie droite de ce schéma, puisque ce sont des injections sous-cutanées qui doivent être opérées par le patient lui-même. Donc il y a une forme d'éducation thérapeutique qui doit être faite pour apprendre au patient à s'auto-injecter son insuline lorsque le besoin est là. Je souhaiterais enfin vous parler d'autres formes de médicaments susceptibles d'interagir avec les activités tyrosine kinase. Les inhibiteurs des tyrosine kinases ont pour la plupart d'entre eux une dénomination commune internationale qui se termine par un suffixe. On parle de inhib. Ce sera par exemple, ce que j'ai représenté ici, l'imatinib dans une spécialité qui s'appelle le Glivec, ou encore le sunitinib dans Sutent ou l'erlotinib dans Tarceva. Ces inhibs sont des médicaments qui sont proposés dans la prise en charge du cancer. C'est une classe thérapeutique qui est en pleine expansion. En fait, ici, on n'a pas ciblé un récepteur, on a ciblé directement une activité enzymatique. Et j'avais choisi cet exemple pour illustrer le fait que la modulation des récepteurs à activité enzymatique peut potentiellement se faire à deux niveaux, soit au niveau du site de fixation du ligand, avec des agonistes ou des antagonistes, donc agonistes vu précédemment l'insuline par exemple, soit au niveau du site catalytique, au niveau du site tyrosine kinase. Je dois bien reconnaître que mon exemple n'est pas tout à fait exact, pas tout à fait convaincant, puisque en fait, la protéine ciblée par les inhibes, qui est ici une tyrosine kinase nommée BCR-ABL, a une activité kinase qui n'est pas liée à un récepteur. Mais on ne perd pas espoir de trouver dans les années futures des possibilités de moduler l'activité tyrosine kinase du récepteur insulinique lui-même. Donc ces inhibes font partie des médicaments, des nouveaux médicaments issus du génie de la biotechnologie et du génie génétique, au même titre d'ailleurs que les insulines vues précédemment. Ce sera donc avec ces médicaments que je vais terminer ce chapitre 3 portant sur la pharmacologie, chapitre dans lequel je me suis efforcé de vous apporter des informations sur la diversité des cibles, la diversité des médicaments, essayer de vous expliquer comment, à partir d'une meilleure connaissance de la cible d'un ligand endogène, nous nous efforçons de trouver des molécules susceptibles d'interagir dans un certain nombre de phénomènes pathologiques. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous remercie de votre attention.